Dans une rencontre exclusive à l'Assemblée nationale, FP92 TV s'entretient avec le député Olivier Marleix. Une conversation profonde sur la politique, la jeunesse et l'avenir de la France. À voir absolument. Vous parliez tout à l'heure des rendez-vous que vous prenez dans votre permanence. Est-ce que c'est accessible un député pour une personne lambda? C'est vraiment le but. Oui. Il faut jamais que des. Un jour, j'ai entendu à la radio un député communiste qui disait le député, c'est la relation des gens qui n'ont pas de relation. Je trouvais que c'était assez juste. Moi, c'est ce qui me motive le plus, à vrai dire. Ça fait 13 ans que je suis député. Travail législatif, parfois on a un peu le sentiment d'en avoir fait le tour, d'avoir rebattu, connaître par cœur le sujet, etc. En revanche, c'est toujours très motivant et un peu gratifiant de pouvoir aider quelqu'un qui est qui a des problèmes. Dans des problèmes. Voilà. qui a des difficultés qui pour lui sont insurmontables. Moi j'ai même, vous voyez, à Dreux, il y a même un jour, j'ai identifié une filière. Les gens au guichet à la CAF disaient ça c'est trop compliqué, nous on pourra pas le résoudre. Il faut aller voir le député, il y a lui qui peut vous régler ça. Et voilà, c'est assez gratifiant d'avoir cette capacité. Alors malheureusement, on ne doit pas en avoir besoin. Vous allez me dire tout devrait être plus fluide, mais bon, c'est comme ça. Il y a des situations qui ne marchent pas naturellement, où les gens ont du mal à faire entendre leur bonne foi, en matière fiscale par exemple. Et donc, nous on a la chance d'avoir un accès direct, au ministre. Et du coup, en fait, les directeurs, toutes les administrations sont organisées par département. Il y a un directeur départemental dans ce public, un directeur départemental de l'éducation nationale, il y a un directeur départemental, enfin voilà, il y a plein de directeurs de la sécurité publique. Comme ces gens-là qui sont les patrons d'administration à l'échelon départemental savent que le député a accès au ministre, que si eux ne règlent pas le problème, on ira voir leur patron. Du coup, ils sont très attentifs quand nous on leur demande quelque chose. C'était un monsieur d'origine turque, je crois, qui avait eu un accident du travail, qui était tombé il était couvreur, il était tombé d'un toit. Et il était vraiment en invalidité, il était complètement hémiplégique. Donc il avait demandé l'APL pour payer les traites de sa maison. Vous avez droit quand vous n'avez plus de ressources suffisantes. Simplement la CAF lui avait dit attention, si vous avez une assurance, il faut d'abord faire jouer l'assurance. Il avait fait jouer son assurance, qui prenait une partie de ses traites en charge, et la CAF prenait le complément. Et au bout de 4 ou 5 ans, la CAF un jour se réveille, lui écrit, lui dit monsieur, vous ne nous avez jamais dit que vous aviez une assurance privée, et donc on vous a trop versé au titre de la CAF, vous nous devez 50 000 euros. Inutile de dire que ce monsieur n'avait pas 50 000 euros d'économie sur son compte en banque. Et cerise sur le gâteau, la CAF lui dit c'est une escroquerie à la CAF, donc il avait en même temps une convocation pour le tribunal correctionnel pour escroquerie. Donc il n'était pas bien. Et heureusement il n'est pas allé voir un avocat. Je ne saurais pas dire ça, mais un avocat, il aurait sans doute ouvert le dossier. Je sais pas s'il l'aurait épluché comme moi et on serait parti dans un contentieux. Ça aurait été compliqué. Et ça se serait terminé par le fait qu'on aurait obligé à vendre sa maison. C'était ça le sujet. C'était une vente forcée de la maison. Et en fait, j'ai passé 1 heure à éplucher son dossier. Il n'était pas très bien rangé. Et au bout d'1 heure, je découvre un courrier de la CAF, 5 ans avant, un accusé de réception, disant « Monsieur, on a bien reçu la notification de l'indemnisation par votre assurance, vous aurez une aide de l'APL. » Donc en fait, il avait raison, c'est la CAF qui s'était trompée depuis. J'ai juste eu à appeler la directrice de la CAF, à lui envoyer le document, et tout s'est arrêté. Mais vous voyez, enfin, il y a vraiment un peu qu'un député qui peut vous régler ce genre de choses, aussi vite. Donc, faut jamais hésiter à aller voir le député. Il peut pas tout régler. Après, il y a des. Je pense qu'il y a certaines personnes qui hésitent parce qu'elles pensent qu'elles n'ont pas cet accès-là, en fait, qu'elles sont peut-être pas assez habilitées, en fait, à faire cette démarche-là. Mais en fait, on est là pour ça. Avec ma banderole à Dreux, c'est fait pour rendre le lieu visible et que des gens n'hésitent pas à rentrer. Donc, Monsieur Marleix vous accueille dans sa permanence tous les mardis, c'est ça? Il faut le dire. Plutôt le lundi et le jeudi, vendredi. Mardi, mercredi, on est obligatoirement ici.
passe comment? C'est ce rendez-vous? C'est ce rendez-vous? Oui, sur rendez-vous, mais beaucoup de gens savent que je suis là le lundi, le vendredi, donc ils passent à l'improviste. Que les après-midi, lundi et vendredi? Non, souvent toute la journée, quoi. Chaque semaine, je reçois, je sais pas, une grosse quinzaine de personnes. Samedi matin, je reçois des gens à Annette. Voilà, je tourne en plus dans la circonscription. Et c'est vraiment ce qui fait que vous vous sentez toujours utile comme député, c'est de pouvoir sortir des gens de situations compliquées. Et sinon, en tant que député, quels sont en ce moment les combats qui vous tiennent à cœur? C'est parce que nous, par exemple, vous voyez, on est du milieu culturel. Ouais. On a eu beaucoup de restrictions, on a beaucoup de complications à travailler dans ce domaine parce que voilà, on pense qu'on est toujours les premiers à être sacrifiés au niveau du budget ou autre. Mais quel est le combat en ce moment qui vous tient à vous à cœur? Franchement, le combat quand même de la situation financière du pays, c'est pas un petit sujet, quoi. 3000, bientôt 3300 milliards de dettes, on est un des 3 pays les plus endettés d'Europe. La différence de taux d'intérêt, donc la France, elle a chaque année maintenant un déficit de l'ordre de 150 milliards d'euros. Tous les ans, on rajoute 150 milliards aux 3200. Faites l'addition, aujourd'hui, ça devient exponentiel, en fait. On est vraiment au début d'un effet boule de neige. Donc la France, chaque année, elle va emprunter au moins ces 150 milliards de déficit annuel, plus une partie de ses emprunts qu'elle renégocie en permanence. Donc 3200 milliards de dettes, on les renégocie en permanence. En général, des emprunts à 3 ans, 10 ans. Enfin, 1 an, 3 ans, 10 ans. Et donc, toute l'année, on a des tirages sur les marchés financiers. Et l'ordre de grandeur, on dit que la France emprunte entre 280, près de 300 milliards chaque année. Et donc, vous imaginez l'enjeu des taux d'intérêt. L'Allemagne emprunte à 2%. Là, la France, on empruntait, j'ai pas vérifié cette semaine, mais il y a 15 jours, on était à 3,4%. On était à un niveau supérieur à la Grèce. Donc la différence, elle est énorme. C'est 70% de différence, ou 80% de différence avec l'Allemagne. Et donc ce 1,4% de plus que l'Allemagne, bah, en réalité, sur 300 milliards, ça va peser quelques milliards de plus, quoi. Et en France, ce qu'il y a d'effrayant en ce moment, c'est de voir qu'en 2020, la charge de la dette, rien que les intérêts, rien que les intérêts d'emprunt, c'était 30 milliards en 2020, c'est pas vieux, on dit Covid. Cette année, c'était 56 milliards. En 2027, à la fin du quinquennat de M. Macron, selon la trajectoire actuelle, la Banque de France nous dit que ce sera 80 milliards. Donc plus 50 milliards d'argent qui s'en va en fumée, juste en intérêts d'emprunt. Donc malheureusement, oui, ça suppose d'avoir le courage de faire des vraies réformes. Et alors, le sujet, c'est qu'en fait, pour ne pas faire de réformes bêtes, quoi, mais essayer de s'attaquer aux vrais problèmes, quoi. Alors, les vrais problèmes, c'était quoi? Pardon? Comment est-ce qu'on arrive à l'expliquer, cette dette? Taxer de plus en plus, parce que compte tenu de la dette et de la charge des intérêts qui ne cessent d'augmenter, le gouvernement a de plus en plus besoin de faire les poches des Français, quoi. C'est ça qui est terrible. Alors quand on regarde les grandes masses du déficit, il y a l'État, il y a 2 budgets. Il y a le budget de l'État et le budget de la sécurité sociale. Le budget de l'État, c'est 550 milliards. Oui, c'est ça. Et le budget de la sécurité sociale, c'est à peu près le même ordre. C'est 500-600 milliards. De dépenses, oui. Ouais. Et le budget de la sécurité sociale, c'est le même ordre. Le premier budget de la sécurité sociale, le premier budget public en tout, c'est les retraites. Donc en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que même ces 2 budgets différents qui sont votés ici, il y a des tours de passe-passe très importants. En fait, l'État finance beaucoup du déficit de la sécurité sociale. Et donc, en fait, le plus gros poste transversal qui explique à lui tout seul 75 milliards de déficit chaque année, c'est les retraites. D'abord, les retraites du public, qui en fait n'ont pas été suffisamment provisionnées dans le passé. Donc l'État, chaque année, dans le budget de l'État, c'est 50 milliards rien que pour les retraites des fonctionnaires. Entre les retraites, les cotisations pour l'avenir et le paiement des retraites des gens du stock de retraités de la fonction publique. 50 milliards. Ça, c'est de l'argent qui sort, quoi. Faut trouver une recette en face. C'est pas équilibré, quoi. Et puis,
les systèmes retraite, vous avez ce qu'on appelle les régimes spéciaux, c'est 8 ou 9 milliards, cheminots, électriciens gaziers, etc. Il y a une taxe spécifique pour certains, pour les électriciens gaziers, mais en fait c'est parce que c'est pas équilibré. Et puis le régime général, au total c'est 75 milliards. C'est pour ça que la réforme de retraite, on n'a pas le droit de faire de démagogie là-dessus. C'est ça le sujet essentiel. Et c'est très vite très important. En fait, dès que vous bougez un tout petit peu les curseurs, vous trouvez quelques milliards. Puisque quand vous repoussez l'âge, vous avez à la fois des gens qui cotisent plus longtemps et de retraite à verser en moins. Donc c'est 2 fois gagnant. Ça c'est vraiment le plus gros en réalité dans le pays. C'est un problème qui va se régler au final, parce que la dette, malgré toutes les réformes que vous allez mettre en place, il y aura toujours ce problème de dette qui va passer. Alors il y a des pays, il y a plein de pays autour de nous qui ont réussi à régler la question. La Grèce, l'Espagne, le Portugal. Alors ça a été des mesures très violentes chez eux. C'est-à-dire que comme ils étaient au bord de la crise et que les marchés financiers, pour le coup, ne leur prêtaient plus, ne leur faisaient plus du tout confiance, il fallait... au Portugal, on a baissé le salaire des fonctionnaires de 25%. Non, mais c'est énorme. Vous vous rendez... Portugal, c'est pas un pays exotique, c'est un pays quasiment voisin de la France. L'Espagne aussi. On a fermé des services hospitaliers, on a fermé des maisons de retraite. Ça a été d'une violence inouïe, quoi. Donc, si on veut éviter d'en arriver là... Il avait été aussi question aussi de supprimer des postes de fonctionnaires et de passer par ces chemins-là. Dans l'appareil d'État, vous avez 2 millions de fonctionnaires. 2 millions. En réalité, on peut quand même serrer un peu les boulons. Les retraites, effectivement, la grosse masse de fonctionnement de l'État, et puis le régime d'assurance chômage, qui en France, je pense, est un truc qui plombe tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le grand sujet, tout le monde le sait, c'est la différence entre le salaire net et le salaire brut. C'est-à-dire qu'en clair, l'employeur, quand il vous donne 1000 à la fin du mois, en réalité, lui, il a payé 2000. Et tout le monde aimerait, l'employeur, il aimerait ne pas donner 2000 et il préférerait donner 1200 aux salariés, quoi, qui lui-même est perdant. Donc c'est à la fois un problème de pouvoir d'achat pour les Français, ce qui explique que le pouvoir d'achat stagne comme ça dans notre pays, c'est à cause des charges sociales, et c'est un problème de compétitivité de notre économie, parce que les exportations, c'est le salaire brut qui pèse, quoi. Et donc, oui, il y a intérêt à faire une réforme. Quelles sont les charges sur lesquelles on peut jouer? Bon, retraite, on ne pourra pas baisser les cotisations retraite parce que le but, c'est de ne pas les augmenter. Là, justement, c'est plutôt sur l'âge. Tous nos voisins sont à 67 ans. Nous, la réforme qu'on a votée, c'est 64 ans en 2031, quoi. Et puis, il y a vraiment donc, sur l'assurance chômage, en fait. L'assurance chômage, en France, on a un système qui est beaucoup trop généreux. Puisqu'en fait, il suffit d'avoir cotisé 4 mois pour avoir droit au chômage. Enfin, il suffisait. L'année dernière, on l'a modifié pour passer à 6 mois. Et sérieusement, le système, les Allemands sont à 1 an. Les Allemands disent qu'il faut avoir travaillé 1 an pour avoir droit au chômage. 1 an glissant, ça peut être 3 mois, 6 mois, etc. Mais là, j'ai acquis des droits au chômage. Mais le système français aujourd'hui, en réalité, il bénéficie à qui? Où est-ce qu'il y a des abus? Ceux qui abusent le plus, c'est les gens les mieux formés. Le jeune diplômé sorti d'une super grande école qui sait qu'il sera toujours employé, il peut, après un contrat de 6 mois, se dire, ou 1 an, dire « Ah tiens, si je faisais un tour du monde ». C'est un exemple presque caricatural, mais malheureusement, on en connaît tous. Hein, oui, en fait, pour profiter du système. Oui, beaucoup en pâtissent à cause de ça, parce qu'il y a une précarité aussi de l'emploi. Oui, mais je veux dire, ça c'est un abus. L'argent du chômage, il n'est pas fait pour faire un tour du monde. Il est fait pour aider les gens qui ont un accident de la vie. Par contre, un chômeur de plus de 55 ans, oui, lui, ça va être un petit peu plus dur de trouver un travail. Donc lui, il faut lui laisser une durée d'allocation plus importante, par exemple. Mais c'est un vrai sujet à réformer. Il n'y a pas de raison que nous, on soit à 6 mois, alors là, on est revenu à 5 mois d'ailleurs, c'est les partenaires sociaux qui discutent de ça souvent. Et quand les partenaires sociaux arrivent à se mettre d'accord, c'est le Parlement qui vote. Mais il n'y a pas de raison qu'en Allemagne, ce soit 12 mois et que nous, on soit à 6 mois. Je pense qu'il faut aller plus loin. Et là, si vous passez de 6 mois à 12 mois, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais c'est de l'ordre de 5 ou 6 milliards
Donc 5 ou 6 milliards, vous pouvez commencer à baisser les charges et à augmenter le salaire net. Hein. Le problème du pouvoir d'achat, on ne réglera pas par magie. Quoi. La dette, elle sera sur Oui, ce qui est ennuyeux, c'est la charge de la dette. Et c'est le rythme de croissance de la dette. le pic, Je n'en connais pas, mais le problème, c'est vraiment les taux d'intérêt et c'est la dynamique de la charge, quoi, des intérêts d'emprunt, qui s'aggrave, plus vous montrez que vous n'êtes pas capable de vous réformer, là, plus vous le payez cher en intérêt d'emprunt. Parce qu'on n'arrive pas à le comprendre, vu qu'en dehors de tout ça, on paye les impôts, on paye les taxes. Je pense que les Français ont quand même commencé à comprendre, depuis 1 an ou 2, que la dette, c'était pas un sujet abstrait. Il y a longtemps, beaucoup de gens ont cru que la dette, c'était pas un sujet. Il y a même le président Macron, il y a un moment où, vous savez, on était au moment des taux d'intérêt négatifs. On est le seul pays, la France est le seul pays en Europe, à ne pas avoir profité des taux d'intérêt négatifs pour se désendetter. Au contraire, on en a profité pour s'endetter plus. C'était vraiment magique, c'était de l'argent magique, puisqu'on pouvait s'endetter plus et dans le budget, dépenser moins d'argent en charge d'intérêt de remboursement. Enfin, en charge d'intérêt. C'était vraiment magique, quoi. Donc en fait, la France a profité des taux d'intérêt négatifs pour s'endetter davantage. On est les seuls à avoir fait ça. Donc longtemps, les Français ont cru que la dette, c'était un problème virtuel. Aujourd'hui, je pense que tout le monde est conscient que la dette, c'est nos impôts. Et que si l'État nous fait les poches tout le temps, partout, c'est parce qu'il y a ce problème de la dette. Donc, le sujet, c'est, avant de s'attaquer au stock de la dette, limitons déjà l'augmentation de ce stock, quoi. Et c'est la dynamique de la dette, quoi. Et ça, bah oui, ça veut dire serrer les boulons un peu partout. Et faire où c'est vraiment utile pour ne pas avoir à le faire sur des dépenses qui en réalité sont un peu marginales. C'est pas en tapant dans les dépenses de culture qu'on va faire de grosses économies, quoi. Justement, en fait, c'était ça un peu la question, parce que nous, en fait, on va subir ça de plein fouet. Et la culture, voilà, on se dit, on est souvent les premiers touchés, parce que ça atteint voilà, tout ce qui est les associations, par exemple, Oui. et tout ça. Voilà. Et comme en fait, nous, on travaille au jour le jour, on dépend de tout ça. C'est vrai que c'est très difficile après même de se... Ah bah oui, bien sûr. prévoir un Le avenir problème par des associations, c'est qu'on est le plus souvent sur des subventions annuelles, et donc ça empêche d'avoir des projets. Mais enfin, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on veut éviter cette gestion un peu bête et méchante, faut accepter quand même de faire quelques réformes qui sont faites un peu chez tous les petits pays. Alors évidemment, vous avez beaucoup de gens qui vous répondent à ça. Oui, mais de toute façon, on sera jamais au niveau de compétitivité des Chinois, un tas de pays à bas coût de main d'œuvre et à bas coût de production, quoi. Et donc ça c'est totalement vrai, quoi. Donc il faut aussi avoir conscience. Moi, je n'adhère pas au discours très comment dire. Consiste à dire oui, il faut le sentiment qu'il faut sabrer très violemment dans les dépenses, que de toute façon non, on sera jamais équivalent en termes de compétitivité de l'économie chinoise qui fait travailler les petits enfants ouïghours à 2 € de l'heure, quoi. En fait, je voulais savoir qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi est-ce qu'on a changé en fait le fonctionnement du RSA. Parce que je trouve que, alors c'est vrai qu'il y avait des abus, mais je trouve que aussi c'est injuste par rapport aux personnes qui sont âgées et du coup les employeurs en profitent également pour employer, je dirais gratuitement à hauteur de Non, par semaine. c'est pas fait ça. Non, ça n'existe pas. L'emploi gratuit aujourd'hui, ça n'existe pas. Personne. Non, mais c'est moi qui ai fait voter la mesure. C'est moi qui, en tant que président de groupe, l'ai imposé au gouvernement. Le RSA, il a été créé en 1989-88 par Michel Rocard, Premier ministre de gauche, qui d'ailleurs s'était inspiré de ce qu'avait fait Chirac à la mairie de Paris, qui avait créé un revenu minimum. Ça s'appelait le RMI, Revenu Minimum d'Insertion. Et à l'époque, d'ailleurs j'ai été directeur général des services du département d'Eure-et-Loir qui gérait le RMI. À l'époque, tous les gens à qui on donnait le RSA, on va dire, en même temps leur proposaient un contrat.
leur proposer une activité. Pourquoi? Parce que le but, c'est pas de donner une allocation en solde de tout compte. Le but, c'est quand même de réinsérer les gens. RMI, revenu minimum d'insertion, quoi. Si vous êtes au chômage de longue durée, vous n'avez même plus droit à la SS, vous n'avez plus droit à rien, la société ne vous laisse pas tomber, elle vous donne aujourd'hui 600 €, mais elle essaie aussi de vous proposer quelque chose pour vous réinsérer. Et en fait, le drame, c'est que en 2005, l'État a transféré au département le RSA, les 5 milliards, en disant maintenant vous allez gérer ça. Vous avez intérêt d'ailleurs à bien le gérer, puisque si vous le gérez mieux, plus activement, si vous insérez plus de gens, vous allez faire des économies. Et manque de peau, est arrivé la crise de 2008-2009. Aujourd'hui, les départements, depuis 2005, en 20 ans, ont pris 15 milliards d'euros de dépenses. On n'est plus à 5, on est à 15. Et donc, je crois que c'est Hollande en 2014 qui a dit au département, bon bah j'ai plus les moyens de vous compenser la différence, je ne peux pas vous rajouter beaucoup plus que 5 milliards, mais vous-même vous dépensiez de l'argent pour insérer les gens. Le département devait dépenser l'équivalent de ce que la CAF l'État mettait d'allocation dans le département. Les départements, eux, devaient dépenser 20% de cette somme pour des actions d'insertion, pour des contrats, pour de la formation. Et Hollande a eu cette brillante idée de dire au département, j'ai pas les moyens de donner plus d'argent, mais allez, je vous fais grâce de l'obligation de dépenser 20%. Donc en fait, ce jour-là, on a arrêté d'insérer les gens. C'est quand même complètement délirant. Et moi, je pense que vraiment que c'est pas satisfaisant dans la société de donner de l'argent aux gens pour solde de tout compte. Je donne 600 balles et je peux vous voir. C'est vraiment une question de dignité, quoi. C'est le sujet du revenu universel. Enfin, qui prône le revenu universel? C'est drôle, vous avez l'extrême gauche et les ultra-libertariens hyper à droite, ultra-libéraux, qui disent en clair, il y a 5 à 10% de la société, des gens qui ne sont pas employables. Ne demandez pas à nos entreprises de s'en occuper, que l'État fasse un chèque. Bon, et pour moi, c'est une vision assez horrible de la société. Et donc, moi, j'ai fait pourquoi 15 heures? J'ai fait une règle de 3. Un SMIC à 35 heures égale, 600 heures, 600 €, combien ça fait d'heures? Ça fait 15 heures. Eh bien, donc, on a écrit dans la loi que, sauf si les gens sont handicapés, parce qu'on peut avoir un peu de hache sauf si les gens ont des problèmes de garde d'enfants, une femme seule qui n'a pas de moyens de garde d'enfants, qui n'arrive pas à en trouver parce que dans son village, il n'y en a pas, sauf si vous êtes malade. Autrement, on doit vous proposer 15 heures soit de formation, soit d'activité selon... l'activité, ça va être essentiellement dans des missions de service public. Vous voyez, par exemple, on a aujourd'hui besoin de beaucoup de monde pour accompagner les personnes âgées. On sait qu'on manque de monde dans les EHPAD. Dans les EHPAD, on sait qu'on ne peut pas mettre plus d'argent public, parce qu'on n'a plus d'argent public, et on sait qu'on ne peut pas demander aux familles de payer plus, parce que ça coûte déjà très cher. Est-ce que c'est si scandaleux que ça, de demander à quelqu'un qui a 600 €, qui n'a rien à faire, de lui dire, bon ben voilà, vous allez aller distribuer les petits déjeuners, aider les personnes âgées à déjeuner, etc. Et puis en termes de ça, vous aurez une formation qui vous permettra d'être aide à domicile, ce sont des métiers qui recrutent, mais sur lesquels on ne trouve pas assez de monde aujourd'hui. Voilà, c'est ça le projet, et c'est ça les 15 heures d'activité. Voilà, pour l'instant, il n'est pas du tout envisagé que des gens puissent avoir de l'emploi gratuit, qu'un chef d'entreprise puisse utiliser quelqu'un. D'ailleurs, ce ne serait pas forcément aberrant que pendant un mois, ils le prennent, parce que c'est aussi une contrainte pour un employeur d'accueillir quelqu'un qui est pas employable. Donc ça ne peut pas se faire comme ça. Parce que... Moi, je suis d'accord avec le principe. Ouais. Et ça reste aussi une bonne idée, mais je trouve que quelque part, pour un handicap, en fait, c'est hyper mal redistribué pour la suite. Parce que je ne sais pas si ça a été le cas ou non, mais il y a en fait la sphère géométrique, elle n'est pas du tout respectée. Là, pardon. La sphère de la géolocalisation, elle n'est pas respectée dans le sens où il y a des personnes âgées qui se retrouvent à aller travailler à l'autre bout du monde pour faire justement cette phase de formation, alors que c'est pas juste à ce niveau-là. Après, qu'on soit jeune, je sais pas, si vous avez un cas concret, vous pouvez me le dire, mais... Si vous avez un cas concret, vous pourrez me dire, mais normalement, c'est pas des choses... Non, je sais pas. Des restaurateurs qui prennent
Non, mais pour l'instant, alors ça, c'est totalement bullshit. Parce qu'aujourd'hui, pour tout vous dire, les services de l'État font tout pour ne pas mettre en œuvre les 15 heures d'activité. Les premières circulaires, c'est même plutôt, ça se lit comme étant 15 heures d'accompagnement obligatoire pour les services publics, mais pas forcément 15 heures d'activité pour les gens. Donc aujourd'hui, enfin ça fait 1 mois et demi que c'est en œuvre, c'est au 1er janvier. Donc voilà, malheureusement, les départements n'ont pas tous beaucoup anticipé. Il y a eu des expérimentations et qui en général ont plutôt bien marché, qui montrent qu'il y a eu des taux de retour vers l'emploi qu'on n'avait pas du tout avant. Bon, après, je veux bien croire qu'il y a des cas, qui marchent, enfin voilà, de mauvaise adéquation, mais évidemment, on ne va pas proposer à quelqu'un qui n'a pas de moyens de locomotion d'aller faire 2 heures de. Je pense pas qu'il y en a eu pas mal. Vraiment, je crois. Pardon de mettre en doute votre parole, mais je sais pas quelle est la source, mais je crois pas beaucoup. Parce que ça a à peine commencé. En fait. Justement, ça a pu commencer. En Eure-et-Loire, ça a quasiment pas commencé. En Eure-et-Loire, ça a quasiment pas commencé encore. Mais sincèrement, moi, l'idée qu'on fasse un chèque à des gens, qu'on sorte de tout compte, qu'on ne cherche même pas à leur donner une place dans la société, etc., c'est très choquant. Enfin, c'est vraiment une question de dignité. Une phrase que répétait Michel Barnier, notre éphémère Premier ministre, que j'aimais beaucoup, qui dit « Dans la société, chacun est nécessaire ». Et je crois vraiment, enfin voilà, c'est une belle vision de la société dans laquelle chacun est nécessaire. Et vous ne pouvez pas considérer qu'il y a des gens, allez, on en fait un chèque, on ne veut plus te voir. C'est horrible. Tu vas végéter dans ton coin, on ne veut plus te voir. C'est affreux. Comme avec ce budget, on fait des choses. Et donc, évidemment, il doit s'impliquer sur comment je fais pour que cet argent soit utile pour mon territoire et aide à l'émergence des projets du territoire. Il y a 2 projets très, très structurants sur lesquels je me suis beaucoup investi. Le premier, c'est la reconstruction de l'hôpital de Dreux. Pourquoi? Parce qu'on a des problèmes partout en France, de pénurie, de désertification médicale. Et nous, on a la chance quand même d'avoir un hôpital, et donc gardons-le. Simplement, cet hôpital, il est vieillissant, il a plus de 50 ans. Et donc aujourd'hui, il n'est plus très attractif pour plein de raisons. En plus, il a été construit à une époque où les normes de sécurité incendie n'étaient pas aussi exigeantes qu'aujourd'hui. Donc ça mobilise un service avec plus de 25 ou 27 pompiers pour un peu pour rien, mais juste pour compenser le risque. Et donc voilà, la reconstruction d'hôpital, c'est un vrai sujet. On l'a lancé, on s'est plutôt bien débrouillé, puisqu'en fait, à l'issue du Covid, Macron avait annoncé pendant le Covid, avait annoncé le Ségur de la santé, ça, pour mettre de l'argent sur la table. Sauf qu'il est venu en Eure-et-Loire pour lancer la production du vaccin Pfizer à Saint-Rémy-sur-Avre. Et donc, avec la préfète de l'époque, avec des conseillers de l'Élysée que je connaissais, on avait fait en sorte de faire un peu de lobbying préparatoire et on a fait en sorte que le président de la République prenne un engagement. Quand il est venu, il a annoncé 100 millions d'euros. Malheureusement, les 100 millions d'euros ne suffisaient pas. Donc on a obtenu 40 millions d'euros de plus. Donc aujourd'hui, on a bouclé le financement et l'ARS vient de valider le projet. Tout est voilà. Il y a eu un vrai projet hospitalier de santé, un projet de capacitaire, combien de lits, dans quel service, etc. L'ARS l'a validé, l'a envoyé au ministre de la Santé il y a 8 jours, et le ministre de la Santé s'est engagé à ce que ce soit validé, j'espère, au plus tard dans 4 mois, on aura le feu vert définitif, c'est-à-dire qu'à partir de là, on pourra lancer les appels d'offres. Là, la désignation d'architecte est en cours, et on pourra lancer les appels d'offres. L'objectif, c'est premier coup de pelle en 2026. Voilà. Donc c'est vraiment, j'ai joué un rôle plus que moteur pour aller chercher les 140 millions d'euros. Je pense que voilà, c'est un sujet énorme. Il y a 5 ans, on n'en parlait pas, quoi. Il y a 5 ans, on parlait de fermeture d'hôpital encore. Voilà, deuxième gros sujet, un sujet qui est un peu plus polémique, mais c'est l'autoroute A154. Il n'y a pas de développement économique sur un territoire, quel qu'il soit, s'il n'est pas hyper bien connecté, s'il n'a pas des infrastructures de transport modernes dignes de ce nom. Donc il y a, chez nous, c'est la ligne Transilien. Ça, c'est surtout pour le flux Paris-Dreux.
c'est important. La région Île-de-France qui exploite la ligne a beaucoup investi, on a du beau matériel. On a obtenu de la présidente d'avoir un seul titre de transport. L'année prochaine, un pass Navigo Plus. Malheureusement, le tarif sera un peu plus cher pour des raisons parce que la région centre n'a pas exactement les mêmes ressources que la région Île-de-France. Bon, mais on aura au moins un seul titre de transport, ce sera déjà un progrès. Il sera plus pratique. Et puis, deuxième grand sujet en matière de mobilité, de développement, c'est donc cette autoroute. En fait, Dreux, on est sur un axe vraiment de contournement du grand bassin parisien. Quand vous venez de Grande-Bretagne, de Belgique, en camion, et que vous allez vers le sud de la France, au sud de l'Europe, normalement, aujourd'hui, vous êtes obligé de passer par Paris. C'est une aberration. Or, en fait, l'axe, ça devrait être Rouen, Évreux, Dreux, Chartres, Orléans. Et donc, il manque 2-3 morceaux. Ces morceaux, ils sont en Eure-et-Loire. Il y a pour 1,2 milliard d'euros de travaux, c'est beaucoup d'argent. Donc le choix qui a été fait, c'est une concession, ce qui fait un peu râler des gens, parce que notamment on va mettre sous concession une partie qui aujourd'hui est gratuite. Mais l'idée, c'est que pour les gens qui font des retours tous les jours, c'est de compenser par des subventions aux abonnés, par un tarif d'abonnement déjà qui sera incitatif. Et puis ce sera aussi un gain de temps, parce que bien une fois par semaine, ou le soir quand vous rentrez, vous avez un bouchon à l'entrée de Dreux quand vous venez de Chartres, et vous perdez 3 quarts d'heure. Donc voilà, est-ce qu'il ne faudra pas mieux payer 1 €, mais ne jamais avoir de bouchon. Voilà. Ça, c'est vraiment 2 gros dossiers, et derrière celui-là, c'est l'enjeu du développement économique. Les boîtes, elles vont pas s'installer n'importe où, elles s'installent là où c'est utile pour leur développement. Et nous, on a la chance d'être en fait vraiment très proche de l'Île-de-France. On devrait pouvoir mieux profiter de l'Île-de-France, mais ça suppose d'être un peu mieux connecté, d'être vu comme un territoire où on peut investir à l'avenir. Et depuis qu'il y a ce projet d'autoroute, d'ailleurs, on a pas mal de gens qui ont investi en Eure-et-Loire. Voilà, avec quelques belles filières, la pharmacie. On a près de 2000 emplois dans le secteur de la pharmacie. Tous les laboratoires pharmaceutiques ont investi sur leurs outils de production. On a une filière qui se développe aussi de manière intéressante, qui est la filière de tout ce qui est recyclage, reconditionnement de produits. C'est pas très surprenant, la région parisienne est celle qui produit le plus de déchets en Europe. Et ces déchets, c'est l'idée de donner une seconde vie à un objet, comment on reconditionne, comment on trouve d'autres vies à un produit. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a plein d'obligations légales pour reconditionner et trouver une autre vie au produit, recycler. Et troisième, donc on a de jolies réussites, un printer sur des cartouches d'encre, moine sur les pneumatiques, enfin plein de boîtes de ce genre. Et puis, secteur du bâtiment. On a aussi, on est proche de la région parisienne, qui a une région qui investit beaucoup. Et donc, là aussi, l'idée, c'est que les entreprises du bâtiment d'Eure-et-Loire soient un peu les artisans de l'Île-de-France. Voilà, quelques beaux chantiers, parce que qu'est-ce qui fait la prospérité d'un territoire? C'est quand même qu'il y ait de l'emploi, et qu'il y ait de l'emploi qualifié, et de l'emploi avec des bons salaires. Écoutez, Ça y est, vous êtes saoulés? Non, vous êtes, c'est génial parce que vous êtes passionné par tout ce que vous dites, et ça rend d'autant plus le sujet intéressant parce que vous êtes convaincu. Donc, c'est vrai que des fois, c'est ça aussi que l'on veut. Donc, merci beaucoup de nous avoir reçus. Je dirais peut-être juste quelques mots parce qu'on est aussi là avec un média franco-pakistanais qui se développe. Donc, vous nous avez déjà reçus à ce sujet. Pakistan, partenaire économique important de la France en matière d'armement, de nucléaire, un sujet important. Donc, en cricket, on laisse tomber, on est beaucoup moins bon. Justement, nous, malgré nos efforts, à Dreux. Justement, on va compléter, on va se compléter sur ce sujet-là. Donc, merci de nous avoir reçus. Est-ce que vous avez un petit mot quand même? On a pas mal de jeunes qui sont là aussi pour cette jeunesse aussi il y a des étudiants, il y a des gens qui viennent juste de finir leurs études, qui rentrent sur le milieu du travail aussi peut-être. Je crois que notre pays aujourd'hui quand même il est à la veille de défis
très compliqués, hein, des défis économiques, financiers. Voilà, mais on a la chance d'être un pays qui a quand même toujours beaucoup de ressources, qui a su revenir de situations très compliquées. Et donc c'est aussi une chance de pouvoir participer à ça. C'est un pays qui offre quand même de belles valeurs dans ce monde qui redevient un peu fou, qui redevient un peu dangereux, où j'entendais même le président des États-Unis expliquer que tiens, ce morceau-là, le Groenland, ça pourrait devenir américain, puis le Canada aussi d'ailleurs. Enfin, légitimement du coup les vraies agressions de Poutine sur l'Ukraine. Bref, ça montre à quel point le monde est en train de devenir dangereux. Voilà, on a la chance d'être un pays un peu civilisé, avec de belles valeurs, et quelques défis à relever. Si tout était facile, ce serait pas intéressant. Donc évidemment, les jeunes ont une grosse responsabilité pour l'avenir. Voilà. Donc voilà, pour FP92, on a été ravis de discuter, d'échanger avec M. Olivier Marleix dans ce lieu emblématique en fait de la République, l'Assemblée nationale. On espère peut-être un jour vous rencontrer pour une interview aussi dans nos studios. Avec plaisir. On vous invitera.